Donc je présente rapidement donc cette dernière session, on va dire, de la matinée qui est consacrée à la libération de Paris. Deux regards sur la libération de Paris. Le premier, donc, qui nous sera proposé par Vladimir Trouplin, conservateur du musée de l'Ordre de la Libération. Paris, ville compagnon de la Libération. Vous savez que c'est une spécificité. Il y a quelques villes, je crois, qui ont été récipiendaires de l'Ordre de la Libération. Et puis ensuite, Yann Simon nous présentera la libération de Paris à travers les films et les photographies réalisées pendant cette réalisation même, donc en août 1944. Je laisse donc la parole à Vladimir Trouplin. Merci beaucoup. Alors d'abord, je dois dire que cette intervention, et il faut rendre à César ce qui lui appartient, doit beaucoup à ma collègue et amie Christine Evistouzet, qui est l'ancienne historienne, spécialiste de la période, et ancienne directrice du musée du Général Leclerc et de la libération de Paris, du musée Jean Moulin, qui va faire peau neuve et il sera inauguré le 25 août prochain, et avec laquelle j'avais commis un petit ouvrage qui s'intitulait Paris, compagnon de la libération. Alors c'est peut-être pas totalement inutile en préambule de rappeler que effectivement Paris est une des 5 communes françaises qui a été nommée compagnon de la libération, c'est-à-dire qu'elle s'est vue remettre par le général de Gaulle la croix de la libération, ce qui en fait un membre de cette institution créée en 1940, un cercle extrêmement fermé qui comprend 1038 personnes, 18 unités militaires et donc 5 villes. Et une vision un peu rapide des choses pourrait laisser penser justement que Paris a été compagnon de la libération en raison exclusivement de la fameuse semaine insurrectionnelle qui a amené à sa libération. Et quand on regarde le texte écrit de la main du général de Gaulle, qui ne laissait pas trop la place aux autres quand il s'agissait d'honorer ce genre d'institution comme la capitale de la France, le texte en fait évoque clairement deux choses différentes. Le rôle résistant de Paris durant l'occupation d'une part, et ensuite, évidemment, la fameuse semaine insurrectionnelle. C'est pourquoi je ne vous parlerai pas que de la libération, je vais essayer de tenir la gageure de vous parler en 20 minutes de l'occupation à Paris, de son cadre un peu général, l'évolution de la résistance, et évidemment de la libération. Alors, Paris, d'abord Paris, à partir de juin 1940, ça devient la capitale allemande de la France, en réalité. C'est important. Paris s'y installe, Thomas Fontaine a bien montré l'installation du système de répression, mais c'est aussi vrai pour tout le système militaire, et donc là je peux vous montrer, après cette belle photo qui est un peu postérieure, il s'agit de la remise de la Croix de la Libération à la ville de Paris en avril 1945, Paris étant libéré depuis 8 mois, voilà ce que c'est déjà que l'occupation à Paris. C'est l'installation des Allemands, et je vous dis une phrase assez rapidement, je cite un jeune résistant qui s'appelle Guy Flavien, qui écrit en 1943 une lettre qui est une sorte de lettre testament à ses parents et qui sera déporté, qui meurt en déportation, et qui écrit « Dans une capitale où flottait la croix gammée, où l'on côtoyait constamment l'ennemi, où la presse, la radio, les affiches n'avaient plus de français que la langue, où plus d'un ami était intoxiqué par cette pénible atmosphère, j'ai toujours gardé mes convictions intactes, j'ai attendu le grand jour. » Et Paris est d'ailleurs désormais à l'heure allemande, au sens propre du terme, puisqu'on a changé d'heure et qu'on est à l'heure allemande, et Paris devient une préfecture régionale où les hauts fonctionnaires français travaillent finalement au service de l'occupant. Pour compléter ce qu'a montré tout à l'heure Thomas Fontaine, voilà cette carte, je ne sais pas si elle est très visible, mais c'est l'implantation des Allemands à Paris, alors à la fois les services de répression, mais aussi les services du MBF, les services de la Kriegsmarine, donc de la marine, les services de la Luftwaffe, l'ambassade, mais aussi les services politiques allemands d'une manière générale, qui occupent, comme vous le voyez, de manière un peu large, essentiellement l'ouest de Paris, les beaux quartiers et les lieux, effectivement, où certains bâtiments leur conviennent très bien, comme les grands hôtels, le Crillon, le Meurice, le Lutetia, le Majestic, etc. Et aussi, on le sait moins, mais des établissements scolaires qui sont réquisitionnés. On est dans le 16e arrondissement, c'était le cas du lycée Claude Bernard et du lycée La Fontaine, qui sont devenus des casernes allemandes pendant l'occupation. Il y a aussi, évidemment, les services de propagande, la Propaganda Staffel et Abteilung, qui jouent un rôle très important dans la mesure où elles contrôlent à la fois la presse, à tous les niveaux, mais aussi la vie culturelle française d'une manière générale. Et puis, 1942 marque, il y a plusieurs tournants dans cette affaire, mais c'est vrai que l'arrivée à Paris du général Auberg, général SS Auberg, voit passer l'ensemble des pouvoirs de police confiés aux militaires à la SS. Et ça va, évidemment, l'instauration d'un régime de terreur et
À cette époque-là, à ce moment-là, l'été 42, on peut dire que le contrôle allemand sur la France occupée est total, mais aussi après, avec l'occupation de la zone sud, c'est un contrôle total des Allemands qui sont à Paris, dont la tête est à Paris, sur l'ensemble du territoire français. En dépit de cette atmosphère un peu pesante, la résistance n'est pas absente de la capitale, et je vais vous en dire quelques mots, malgré quand même un traumatisme de la défaite qui est extrêmement violent, et puis des questions qui sont aussi liées aux questions de la survie. Fabrice Renard l'évoquait tout à l'heure. Les premiers signes du refus sont d'abord des actes très spontanés, plutôt d'ailleurs des actes de patriotisme. On fleurit par exemple l'Arc de Triomphe le 14 juillet 1940, mais là ce sont des démarches totalement isolées, totalement individuelles. On commence à noter quelques graffitis sur les murs. Par exemple, là c'est début 41, en une semaine, la police parisienne relève à Paris 200 papillons, c'est ce tract qu'on colle sur les murs en particulier, et 1200 inscriptions sur lesquelles figurent des V de la Victoire ou des Croix de Lorraine. On sait aussi que dans les cinémas, les actualités allemandes sont chahutées, puisqu'elles sont obligatoires avant les films, etc., ce qui obligera les Allemands d'ailleurs à allumer les salles au moment du passage de la diffusion de ces actualités. On voit donc les premiers tracts qui dénoncent l'occupant être distribués peu à peu dans les boîtes aux lettres, mais là encore la chronologie est très importante et tout ça est très embryonnaire. Première manifestation collective de la résistance, elle est très connue, c'est la manifestation du 11 novembre 1940 à l'Arc de Triomphe, qui réunit environ 3000 très jeunes gens, puisqu'il y a des étudiants, bien sûr, mais il y a aussi des lycéens. Mais ce type de manifestations patriotiques auront lieu pendant toute la durée de l'occupation, aux grandes dates symboliques. Par exemple, le 14 juillet 1941, près de la République, 1500 personnes sont arrêtées. Voilà. Beaucoup moins ont été arrêtés à l'Arc de Triomphe, parce que les Allemands étaient tout à fait surpris par cette manifestation du 11 novembre 40, à laquelle ils ne s'attendaient pas du tout. Il y a eu 300 arrestations et un peu de violence quand même. Des formes de refus plus organisées se mettent en place, encore une fois, à petite échelle, dès l'année 1940, et c'est souvent dans un souci de convaincre les Français de sortir de leur apathie. C'est une démarche qui a aussi pour vocation de combattre la censure qui s'est abattue à tous les niveaux sur la presse. Les exemples les plus célèbres, c'est Jean Texier, qui est un militant socialiste et qui va rédiger avec quelques amis et diffuser ses conseils à l'occupé, qui, sur un mode très ironique, rappelle que la France est occupée et pillée aussi déjà par l'Allemagne. Et puis il y a aussi une des premières feuilles clandestines, qui est Pantagruel, qui est diffusée par un imprimeur et qui est un éditeur de musique, qui s'appelle Raymond Dess. Et ensuite, des universitaires vont rédiger le premier numéro de l'Université libre. Alors là, c'est une évocation rapide, c'est une gouache bien sûr d'après-guerre de l'évocation de la manifestation du 11 novembre 1940. Et puis voilà, un exemplaire de l'Université libre, mais qui n'est pas du tout le numéro de 41, c'est le numéro de 1942. Et puis, le premier exemple d'un mouvement, ce qu'on pourrait vraiment appeler un mouvement, c'est le groupe du Musée de l'Homme, qui naît à l'initiative de quelques intellectuels dès l'été 1940, et qui a comme particularité de faire à la fois du renseignement, de l'organisation d'évasion de prisonniers et un journal, c'est-à-dire le journal Résistance. Et puis la France libre. La France libre du général de Gaulle va aussi s'intéresser à la capitale en tentant d'y créer des premiers réseaux, qui sont des réseaux de renseignement militaire, comme le réseau Saint-Jacques de Maurice Duclos, comme le réseau Nemrod d'Honoré d'Estienne-Dorf, qui a une antenne, qui est né à Nantes, mais qui a une antenne à Paris, et à partir de 1941 en particulier, un mouvement qui s'appelle, enfin un réseau qui s'appelle la confrérie Notre-Dame du fameux colonel Rémy. Et puis, c'est à partir de 1941 que de véritables mouvements vont se constituer à Paris, on pense, et dans des milieux très différents. Par exemple, dans les milieux syndicalistes et socialistes, ce sera le mouvement Libération Nord de Christian Pineau, le mouvement Défense de la France, qui est un mouvement très jeune, plutôt étudiant, qui a été créé par Philippe Vianney, des mouvements plus réactionnaires, de composantes plus militaires ou réactionnaires, comme l'organisation civile et militaire, ou ceux de la Libération, par exemple. Et puis le 5e grand mouvement non communiste de zone nord naît également à Paris. Tous ces mouvements naissent à Paris, c'est quand même important de le dire. C'est ceux de la Résistance qui constituent en 1943, avec quelques éléments survivants du réseau du Musée de l'Homme, sous la direction de Jacques Lecomte-Bouanet. De ces 5 mouvements, il n'y en a que 2 qui font paraître des journaux, qui est vraiment un organe de propagande de clandestins, c'est Libération et Défense de la France. Et puis à cette presse clandestine qui se développe au courant de l'année 1941-1942, il faut parler aussi même de l'édition clandestine, c'est quand même à Paris qui est publié en 1942 Le silence de la mer de Vercors qui, avec Pierre de Lescure, crée les éditions de minuit, éditions clandestines de la Résistance.
L'articulation dont parlait tout à l'heure Christian Lecoq sur les grandes phases chronologiques de la guerre, on les retrouve aussi dans la résistance. Et un des véritables tournants, c'est l'entrée en guerre de l'Union soviétique, qui a pour implication l'entrée en résistance massive du Parti communiste clandestin, et qui va avoir aussi un changement de stratégie. Donc les organes du Parti communiste, c'est d'abord le Front national de lutte pour l'indépendance de la France, dont la branche armée sera les FTP à partir de mai 1942, les francs-tireurs et partisans. Tout à l'heure, Thomas Fontaine l'a dit, hein, l'attentat de la station Barbès, c'est-à-dire l'exécution d'un officier allemand par le futur colonel Fabien, ça marque à la fois une intensification de la répression, on a parlé de la politique des otages, ça contraint pas, mais Vichy en profite pour créer les sections spéciales qui sont des cours de justice destinés essentiellement à juger les militants communistes. Et ces attentats vont être le fait de la jeunesse communiste, hein, au début, de l'organisation spéciale du Parti communiste clandestin, puis ensuite des FTP. Alors, ces attentats, il faut bien voir que ça divise à la fois l'opinion. L'opinion est divisée sur cette histoire d'attentats. Pourquoi ? Parce qu'il y a des représailles terribles et qu'on exécute des otages en très grande quantité, donc on trouve que le prix à payer est un peu lourd. Donc ça divise l'opinion, ça divise aussi la résistance. En termes de stratégie, pour simplifier, la résistance gaulliste estime que le prix à payer est trop lourd. D'ailleurs, c'est un des discours que fera De Gaulle à la radio, après les 48 otages fusillés à Nantes en octobre 1941, en disant je déconseille cette stratégie parce qu'elle est trop coûteuse en vie humaine. Et en même temps, il ajoute, mais si l'Allemand ne voulait pas se faire tuer, il n'avait qu'à rester chez lui. Voilà. Donc il y a évidemment cette idée que tuer les soldats allemands n'est pas un drame en soi, le problème étant le prix à payer en retour. Et donc il y a du durcissement aussi de la répression à Paris, avec la collaboration entre la police française et la police allemande après les accords de juillet 1942 entre Bousquet et Oberg, et qui vont évidemment compliquer l'action de la résistance. Alors, à partir de la fin 1942, Paris pourrait devenir ce que Christine Lévy-Souzet appelait la capitale d'une France engagée. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est là que se cristallisent les oppositions entre une résistance qui se développe, dont les actions deviennent de plus en plus spectaculaires, mais aussi un autre pendant, le pendant qui est la collaboration et plutôt le collaborationnisme, c'est-à-dire les ultras de la collaboration, dont le siège est à Paris, les grands partis comme le parti de Doriot, le PPF, le RNP de DA, les francistes, etc., avec la presse collabo, c'est-à-dire la presse, je suis partout, l'œuvre, etc. Et en 1942, la préfecture de police crée une seconde brigade spéciale. On est toujours là aussi dans la lutte contre la résistance en particulier. Et puis, fin du fin, la milice française, qui est créée en janvier 1943, s'installe début 1944 à Paris. Donc là, on voit bien qu'on est dans cette cristallisation entre collaboration et résistance. Yanis Roeder l'a dit tout à l'heure, hein, les manifestations les plus spectaculaires de la résistance à Paris, en particulier à partir de l'année 1943, c'est le fait de l'action immédiate qui est menée par les FTP-MOI de Missak Manouchian sous la forme d'une guérilla urbaine. On recense une trentaine d'attaques contre les troupes d'occupation entre août et la mi-novembre 1943. Et puis, l'invasion de la zone sud, fin 1942, a aussi un impact très important sur le statut de Paris. On a souvent dit que Lyon était la capitale de la résistance. Lyon est en zone non occupée jusqu'à l'invasion, et Lyon va perdre ce statut de capitale de la résistance, puisque ensuite, Lyon étant occupée, elle représente plus grand intérêt. Paris est plus intéressant parce que Paris est beaucoup plus grand, Paris est mieux développé, les communications sont plus développées à Paris, on peut mieux se cacher éventuellement, ce qui fait que l'ensemble des mouvements de résistance, y compris de zone sud, vont progressivement s'installer dans la capitale, à Paris, qui va devenir la capitale de l'État clandestin, si on veut un peu simplifier les choses, et à commencer par la délégation générale qui est menée par un certain Jean Moulin, qui a évidemment décidé d'installer la délégation générale à Paris, et ce sera le cas à la mi-1943. Et d'ailleurs, les mouvements clandestins de zone nord qui avaient du retard sur leur organisation et leur coordination, puisque Jean Moulin est à l'origine en zone sud du rapprochement pour la création des mouvements unis de résistance, des trois grands mouvements de zone sud. La zone nord est en retard, mais l'initiative et l'action de Pierre Brossolette, envoyée par Londres pour essayer de coordonner la résistance en zone nord, aboutit en mars 1943 à la création d'un comité de coordination qui est la préfiguration de ce qu'a été les mouvements unis de résistance en zone sud. Donc on va vers l'union. Cette union, elle est symbolisée évidemment le 27 mai 1943 par la première réunion clandestine du Conseil national de la résistance sous la direction de Jean Moulin,
Je ne reviens pas dessus, vous connaissez l'enjeu, et l'enjeu en particulier politique par rapport à la prééminence du général de Gaulle versus le général Giraud, qu'à Alger, les Américains mettent en avant face à de Gaulle. Donc c'est très important. Bon, cette union de la résistance, elle est très fragile, elle est évolutive, elle est régressive parfois. Et en particulier, l'arrestation de Jean Moulin en juin 1943 va entraîner une période de flottement. Le CNR ne se réunira plus avant plusieurs mois. Et donc tout ça, il faut bien voir que c'est un édifice extrêmement fragile. Alors, à Paris, il faut bien le dire, l'organisation, l'organigramme décisionnel du commandement de la résistance est extrêmement complexe. Je ne vais pas le détailler parce qu'on n'a pas le temps. Là, je vous montre simplement la vie d'exécution d'Honoré Destienne-d'Orve, fusillé au Mont-Valérien à l'été 1941, tout de suite après, une semaine après l'exécution, enfin l'assassinat contre Moser. Voilà, un petit peu. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est très compliqué. Simplement, le Conseil national de la résistance s'affirme comme l'institution la plus représentative de la résistance intérieure puisqu'elle réunit en son sein des représentants des mouvements zone nord, zone sud, des représentants des partis politiques clandestins et même des mouvements syndicaux. À l'échelle, mais d'abord, jusqu'à la fin de l'insurrection à Paris, jamais le CNR ne pourra se réunir de façon plénière pour des raisons de sécurité, donc c'est simplement son bureau qui est composé de 5 membres qui pourra se réunir dans des conditions compliquées et relativement épisodiques. La situation est encore plus complexe du fait de l'existence du Comité parisien de la libération, qui est en fait une émanation du CNR à l'échelon local, comme il y aura des comités de libération un peu partout en France, et qui a pour vocation de prendre les commandes du Conseil municipal de Paris, du Conseil général de la Seine au moment de la libération. Et puis cette organisation qui est très politique est doublée d'une organisation militaire. Depuis Londres, le commandant des forces françaises de l'intérieur, qui ont été créées officiellement en février 1944, qui est donc la fusion des forces militaires de la résistance, mais qui se fait d'une manière très variable selon les cas et selon les régions. Le commandant, c'est le général Koenig, qui est un Français libre de la première heure, mais qui est à Londres, c'est un peu compliqué. En revanche, le CNR, à l'échelon local, revendique l'action militaire et la direction de l'action militaire via son comité d'action militaire, le COMAC, qui est créé en mai 1944 et qui va commander les FFI au moins pendant un mois. Il faut ajouter à cela le nom du colonel Henri Roltanguy, qui, au moment du débarquement en Normandie, prend la tête de la résistance parisienne. Il est commandant régional des forces françaises de l'intérieur, c'est-à-dire Paris et région parisienne. Donc tout ça est un peu compliqué, et tout ça va être précipité évidemment par le débarquement allié, parce que, suivant les mots de Gaulle, les Parisiens doivent prendre part à la libération nationale, qui est inséparable de l'insurrection nationale. Et puis on sait que qui tient Paris tient le pouvoir, et bien entendu les enjeux seront, de ce point de vue-là, extrêmement importants. Alors une fois que le front allemand a été percé en Normandie, Paris se retrouve véritablement au centre de cette stratégie et au cœur de la politique. Pour le chef de la France combattante qui est à Alger, il est essentiel que les Français participent à la libération de Paris, de préférence avant les Alliés, et il me reste 2 minutes. Oh, bah j'irai pas au bout alors. Et donc participe pleinement à leur libération. De Gaulle doit entrer dans Paris, et l'unité chargée de mener à bien cette mission, c'est l'unité de la France libre, à l'origine, qui est la 2e division blindée du général Leclerc. Le problème, c'est que cette unité est sous commandement américain, et que les Américains n'ont pas du tout l'intention de rentrer dans Paris. Pour eux, Paris n'est pas un objectif stratégique, parce qu'ils préfèrent le contourner par le sud et par l'ouest, et puis parce que, par ailleurs, et ça rejoint ce que disait tout à l'heure Fabrice Grenard, ravitailler une population comme la population parisienne qui était en grande difficulté pose des tas de problèmes logistiques aux Américains. Pour toutes ces raisons, ils ne veulent pas attaquer Paris, et puis ils n'ont pas du tout envie de se battre en milieu urbain dans des combats de guérilla. Côté allemand, disons un mot, il y a un général qui s'appelle le général von Choltitz, qui vient d'être nommé par le général, par Adolf Hitler, et qui est un militaire loyaliste, et c'est pour ça qu'il est nommé, après les attentats du 20 juillet 1944, et qui, comme j'irai pas au bout, je le dis tout de suite, n'a pas sauvé Paris. Voilà. Et puis la question va se poser aussi de l'insurrection. Et ça, la question de l'insurrection va diviser un peu la résistance entre ceux plutôt communistes qui considèrent qu'il faut y aller à fond et ceux qui considèrent qu'il faut éviter un écrasement dans le sang de la capitale et qui sont plutôt les représentants gaullistes comme le délégué général Alexandre Parodi. Et puis on craint effectivement des émeutes populaires qui feraient qu'on perdrait tout contrôle sur la capitale. Alors je vais dire un mot de la libération, je vais essayer d'aller très vite. Ceux qui donnent le signal de
la libération, c'est de l'insurrection, ce sont les policiers. 2000 d'entre eux environ prennent le 19 août au matin la préfecture de police, qui va être tenue avec les premiers combats. Les comités locaux de Paris de libération vont occuper aussi les mairies d'arrondissement. Le 20 août, c'est la libération de l'hôtel de ville, prise par les FFI dans la matinée. Les Allemands vont commencer à réagir, donc les combats vont démarrer à partir du 19 et jusqu'au 25 août de manière quasiment ininterrompue. Il y aura une trêve qui en réalité ne sera pas respectée, qui là encore divise. Évidemment, les communistes, Rol-Tanguy, ne veulent pas entendre parler d'une trêve. Le délégué du général de Gaulle préférerait attendre l'arrivée de la deuxième DB pour éviter encore une fois un bain de sang. Et finalement, quand même, les Américains, sous la pression du général de Gaulle, qui est arrivé rencontrer le général Eisenhower et le général Bradley à Rambouillet, et sous les informations d'un des envoyés de Rol-Tanguy qui vient expliquer aux Américains la situation absolument dramatique de la capitale, où les insurgés n'ont pas d'armes, ou presque pas, et peu de munitions, ou la population est vraiment dans une situation sanitaire très dangereuse, ça fait fléchir, et à ce moment-là, Bradley donne l'ordre à Leclerc, avec sa division, de rentrer sur Paris. Il envoie un détachement, puisque Paris est évidemment la banlieue parisienne va poser un certain nombre de problèmes, y compris de combat avec les Allemands, et c'est une colonne, la fameuse colonne Drone du capitaine Drone, qui le 24 août au soir, passant d'ailleurs par la porte d'Orléans, ne combattra pas et arrivera à l'hôtel de ville de Paris à 21h22 précisément, annonçant l'arrivée pour le lendemain de la 2e division blindée et de la 4e division US américaine, qu'il ne faut pas oublier, qui elle participe à la libération de l'Est parisien, avec les FFI. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, puisque là je crois que j'ai même dépassé. Je vais simplement dire que, d'une part, la libération de Paris n'a pas été ni Stalingrad, ni Varsovie, mais enfin il y a eu 5000 morts quand même. Voilà, on l'oublie un peu, il y a eu 5000 morts, beaucoup plus d'ailleurs côté allemand que côté allié ou côté français. C'est les FFI qui ont souffert le plus côté français. Et puis, libérer Paris, la libération de Paris, ça n'est pas la fin de la guerre, y compris en France, puisque vous savez quand même que les dernières poches de résistance allemande tomberont le 12 mai 1945. Donc, libérer Paris, c'est pas la fin de la guerre. Et puis, sur le plan de la politique française, c'est un moment d'union nationale, vous savez, avec le défilé du général de Gaulle le 26 août sur les Champs-Élysées, qui est probablement un moment unique d'union nationale et qui consacre de Gaulle comme le libérateur, mais surtout comme le chef politique de la Nouvelle République de manière incontestable. Je vous remercie. Merci beaucoup.